Salut tout le monde! Avant que la vidéo commence, vous devez savoir que ceci est une seconde version de cette vidéo-là. Richard Winters voit le jour un 21 janvier 1918 en Pennsylvanie et plus précisément à New Holland. La qualité n'est pas fameuse au niveau du son et je n'étais pas satisfait par le montage. De plus, j'ai ouvert un Tipeee il n'y a pas très longtemps, vous aurez le lien en description. Ceci étant dit, je vous souhaite un très bon visionnage. Richard Winters voit le jour un 21 janvier 1918 en Pennsylvanie et plus précisément à New Holland. Il grandit par la suite à Lancaster et entre plus tard à l'université Franklin and Marshall où il pratique différents sports tels que le football, le basketball ainsi que la lutte. Pourtant, il doit abandonner ses activités sportives pour se concentrer sur ses études et ses petits boulots qui lui permettent de financer ces dernières. Il obtient son diplôme en 1941 avec le plus haut niveau académique de l'école et par la suite, il effectue un an de service militaire. Plus tard, le Major Winters écrira dans ses mémoires qu'à l'époque, il n'avait aucun désir de participer à la guerre. Il s'engage donc le 25 août 1941 et réalise ses classes au camp Croft. Alors que son bataillon est déployé au Panama, il reste sur place en tant qu'instructeur avant d'être sélectionné en 1942 pour intégrer une école d'officiers à Fort Benning. Il rencontre alors Lewis Nixon, qui deviendra son ami et avec qui il va servir pendant toute la guerre. Il a été nommé sous-lieutenant dans l'infanterie après l'obtention de son diplôme le 2 juillet 1942 et en août de cette même année, il est muté au camp Toccoa dans les troupes de parachutistes qu'il avait découvert durant ses classes. Le voilà affecté à la Easy Company, au 2e bataillon, dans le 506e régiment d'infanterie parachuté. Il est également nommé chef du 2e peloton de la compagnie, qui, à cette époque, est commandé par le 1er lieutenant Herbert Sobel. Les deux hommes sont en opposition au niveau du caractère. Là où Sobel est détesté pour ses méthodes dures bien qu'efficaces, Winters gagne la sympathie et la confiance de ses hommes grâce à son professionnalisme et son humanité. Ce sérieux sera récompensé en octobre 1942 où il est promu 1er lieutenant. Après un entraînement tactique au camp McHall, lui et la 506e sont rattachés à la 101e division aéroportée nommée les Aigles Hurlants. Plus tard dans l'année, il embarque avec ses hommes sur le Samari et arrive à Liverpool le 15 décembre 1943. Ils se rendent dès lors à Alderbourne pour commencer une nouvelle préparation plus intensive en vue de l'invasion alliée de l'Europe prévue en 1944. À partir de là, la tension monte entre Winters et Sobel. Le lieutenant s'inquiète sur la capacité de son supérieur à diriger cette compagnie et Sobel tentera de le sanctionner sur de fausses accusations. Refusant de se laisser faire, Winters portera l'affaire en cour martiale qui annule la sanction. Mais Sobel n'en reste guère là, bien au contraire. L'homme l'accuse de nouveau et Richard se voit muté à la compagnie du quartier général où il est nommé officier du mess. Cette mise à l'écart et les insuffisances de Sobel en situation de combat passent mal auprès des sous-officiers. Ils écrivent alors une lettre au colonel Robert Sink, commandant de la 506e, qui aura pour conséquence de lui faire prendre conscience des lacunes de Sobel. Ce dernier maintenant transféré et remplacé par le lieutenant Thomas Meehan, Richard Winters est réintégré et placé à la tête du 1er peloton et tout se passera pour le mieux jusqu'à l'opération Overlord. Standing in the door, I could see the lights on the drop zone, and I had to assume that was our drop zone, way ahead of us, and so that we had the red light. I had everybody standing up, ready to jump. So when the plane started to get hit, and suddenly the pilot gives me the green light, I'm out the door immediately. Durant la nuit du 5 au 6 juin, Winters et le reste de sa compagnie est parachuté en Normandie. Il atterrit à proximité de Sainte-Marie-du-Mont et ne possède aucune arme, ayant perdu la sienne au cours de sa chute. Il s'entoure de quelques hommes, dont William Garneret et Caroud Lipton, ainsi que des soldats de la 82e division. Ensemble,
Il rejoint le village au petit matin et sécurise ses abords. Il apprend la disparition du lieutenant Meehan, dont l'avion fut abattu, faisant de lui le plus haut officier restant et de ce fait, le nouveau commandant de la Easy. Par la suite, on charge Winters de détruire une batterie allemande qui empêche la progression du débarquement sur Utah Beach. Avec son unité, il mène une attaque efficace et neutralise les canons, en plus de mettre la main sur une carte qui détaille les emplacements des armes allemandes dans tout le secteur. Il participe également à la libération de 40 ans, où il est blessé à la jambe à cause d'un éclat de balle. Richard Winters est promu capitaine et fut même recommandé pour la médaille d'honneur en récompense de son action au manoir de Brécourt. Néanmoins, il reçoit la deuxième plus haute distinction, la Croix pour service distingué. Avec le reste de la 506e, il retourne en Angleterre pour une période de repos et de réorganisation. Avec la compagnie E, Richard Winters est parachuté aux Pays-Bas dans le cadre de l'opération Market Garden. Les combats sont rudes à Nuenen et le capitaine sera présent à la libération de Eindhoven, mais qui sera encore soumis aux bombardements et aux attaques terrestres des Allemands. Quelques jours plus tard, une patrouille de la Easy revient au QG avec des blessés, indiquant qu'ils ont croisé la route d'un groupe important d'Allemands à un croisement situé à l'est du poste de commandement. Ni une, ni deux, Winters forme une escouade en réalisant la gravité de la situation et ils partent sans attendre en direction du dit carrefour. D'ici, ils observent une mitrailleuse allemande qui tire en direction du quartier général du bataillon. Après ce moment de surveillance, Winters mène l'escouade à l'assaut et peu de temps après s'être emparé de la position, ils se font tirer dessus. Winters ne tarde pas à appeler le reste du premier peloton en renfort avant de contre-attaquer et de faire face à pas moins de 300 Allemands. Ils tiennent alors bon jusqu'au bout et suite à cette action, Richard deviendra commandant en second du 2e bataillon. Le 16 décembre, les Allemands lancent une contre-offensive et pour y faire face, le régiment sera envoyé en Belgique. Commence alors la bataille des Ardennes, dans laquelle Richard Winters dirige les 3 compagnies du 2e bataillon. Il doit alors composer avec l'enfer glacial, un orage mécanique incessant, mais aussi avec l'incompétence du nouveau commandant de la Easy, Norman Dyke. Après plusieurs semaines de combats statiques en lisière du bois Jacques, le 2e bataillon se voit chargé de s'emparer de feuilles. Winters désigne en meneur d'assaut la Easy, qui sera bien vite coincé à cause du lieutenant Dyke. Ce dernier se révèle incapable de mener les troupes et Winters prend la décision de le remplacer par le lieutenant Spears. Foy tombe entre les mains de la compagnie et la 506e est transférée à Haguenau, où Winters est promu major, en plus d'être nommé commandant du bataillon. En avril 1945, Winters et son régiment effectuent des missions le long du Rhin pour finalement se déployer en Bavière. En début mai, ils recevront l'ordre de prendre Berchtesgaden et de s'emparer du Nez d'Aigle. Puis, lui et sa compagnie s'installent à Zell am See, faisant partie des troupes d'occupation d'Autriche. Bien qu'il ait la possibilité de retourner aux États-Unis, Winters se porte volontaire pour servir sur le front du Pacifique. Cependant, on le juge indispensable auprès de ses hommes et il reste donc rattaché à la 506e où il supervise le processus de démobilisation des troupes. Il reviendra finalement en Amérique où il reste en congé de fin de campagne jusqu'au 22 janvier 1946. Il acceptera de travailler pour son ami Lewis Nixon dans son entreprise, Nixon Nitration Works, devenant directeur général en 1950. En 1948, Winters épouse Ethel Estopi, avec qui il aura 2 enfants. En juin 1951, il fut appelé à reprendre du service pour la guerre de Corée. Mais ne souhaitant aucunement revivre les horreurs de la guerre, il s'arrange auprès du commandant McAuliffe pour ne pas être déployé. L'armée profitera de son expérience dans le commandement, faisant de lui un instructeur à Fort Dix, bien qu'il soit déçu par le manque de discipline et la nonchalance des jeunes officiers. Il se porte donc volontaire pour la Ranger School avant de rejoindre Seattle. Là, on lui donne la possibilité de résigner sa commission et il accepte, quittant définitivement l'armée pour revenir auprès de sa famille,
alors installé dans une ferme en Pennsylvanie. Le major Richard D. Winters meurt à l'âge de 92 ans en 2011 après une vie chargée. Un mémorial en son nom est alors dressé à Sainte-Marie-du-Mont, à proximité du manoir de Brécourt. Même si la statue est à son visage, Winters insiste pour que ce dernier représente et rend hommage à l'ensemble des hommes ayant donné leur vie pour ce débarquement. Ces actions seront inscrites par Stephen Ambrose dans Borders Bowser avant d'être représentées dans la série télévisée portant le même nom. Nous arrivons à la fin de ce premier portrait, consacré au Major Richard D. Winters. N'hésitez pas à commenter, à aimer et à partager cette vidéo. Restez curieux et surtout, n'oubliez pas, l'histoire est un perpétuel recommencement. À très vite, ce frère d'armes.